Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle et dernière émission de Terre des Hommes pour cette année qui s'achève. Évidemment, vous avez déjà tous l'esprit, eh bien, je l'espère, dans vos vacances. Et on va se poser précisément la question de l'impact des vacances, plus précisément du tourisme sur l'environnement, sur les paysages en particulier, qui pour certains d'entre eux souffrent de plus en plus d'une surfréquentation. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que l'on peut continuer de voyager l'esprit tranquille? D'ailleurs, remarquez la différence, voyager ou faire du tourisme, souvent pour soi-même on voyage, mais les touristes ce sont toujours les autres. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le mot méchant que Maupassant avait là-dessus. Le touriste, disait Maupassant, passe, regarde et juge. Le voyageur, lui, s'arrête, écoute et apprend. Comment essayer d'éviter les ravages du surtourisme et voyager plus intelligemment et de façon plus respectueuse de la nature? On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Pour évoquer ce sujet du surtourisme, je reste comme toujours accompagné de ma plus fidèle acolyte. Bonsoir Madeleine Métayer. Bonsoir Paul, dernière de la saison. Alors. Et oui, mais c'est pas fini, on reprendra l'année prochaine. Et à vos côtés, vous avez un autre acolyte du Figaro que nos lecteurs connaissent bien. Bonsoir Florent Maillet. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Voyage et donc vous êtes l'un de ceux qui nous font rêver dans les pages du Figaro Magazine, dans les pages du quotidien et sur les sites internet du Figaro pour nous emmener dans des destinations lointaines et puis aussi pour trancher dans le vif certains des vifs débats que suscite la question du tourisme. Et précisément pour rentrer dans ces débats de façon là aussi très incisive, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Vidal. Bonsoir. Bonsoir Paul. Alors vous avez une formation d'anthropologue, vous êtes aussi journaliste, vous êtes essayiste, blogueuse, très dans le secteur associatif. Et si nous vous avons invité, c'est notamment parce que vous êtes l'auteur de cet essai très féroce. C'est paru aux éditions Payot l'an dernier. Ça s'appelle « Dévorer le monde, voyage, capitalisme et domination ». Alors on parlait de voyager l'esprit tranquille. C'est probablement pas la lecture de ce livre qui va nous y aider. Mais ce que j'aime bien chez vous, Aude Vidal, c'est que vous avez un discours qui est à la fois très féroce sur certains voyageurs ou certains types de voyages, mais pour autant, vous ne faites pas la morale à tout le monde en disant l'idéal serait de rester chez soi. Vous dites vous-même que vous êtes une très grande voyageuse. Oui. Le tourisme, en général, dans la littérature académique, c'est décrit comme une bénédiction ambiguë. Et je pense que c'est intéressant d'en voir pas seulement les aspects critiques, qui sont des aspects négatifs, qui sont réels, mais aussi d'en voir les aspects positifs pour comprendre un peu à quel point il est attirant et à quel point le voyage donne envie. Et pour se poser la question d'où viennent ces envies et puis y répondre au mieux. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer de voir avec vous comment est-ce qu'on peut continuer de voyager sans dévorer le monde. Alors, c'était au cœur d'un débat d'actualité récent. Madeleine Métayer, vous êtes allée déjà à Venise? Ça m'est arrivé, oui, 2 fois. Est-ce que vous y étiez le week-end dernier par hasard ou pas? Est-ce que vous faisiez partie des happy few? Paul, je n'ai pas à vous dire comment j'occupe ma vie privée. Bon, le mariage d'un ami. Ça restera votre secret. En tout cas, si vous étiez invité au mariage de Jeff Bezos à Venise, vous aurez forcément vu tous les débats, toutes les controverses qu'il a suscitées, puisque le milliardaire propriétaire d'Amazon, a quasiment privatisé pour lui seul l'une des destinations touristiques les plus connues au monde. Évidemment, quand on fait ça, ça ne manque pas d'irriter certains. Il y avait de fait des manifestations, alors qui en plus se focalisait sur la personnalité même de Jeff Bezos, qui n'est pas non plus consensuelle. Et c'est vrai que ça pose une question, est-ce que l'on peut, pour son bon plaisir, s'approprier, s'accaparer une destination aussi touristique? En tout cas, l'exemple de Venise est évidemment très intéressant quand on parle de surtourisme, parce qu'il est l'un des exemples au monde les plus connus de ces villes qui essayent de réfléchir à comment limiter les ravages d'une surfréquentation qui a des effets, puisque par exemple la ville de Venise continue de s'enfoncer un peu plus chaque année et bientôt risque de se retrouver quasiment sous le niveau de l'eau de la lagune. Donc bien sûr, la question c'est aussi celle d'un tourisme durable. Comment profiter aujourd'hui d'espaces dont on aimerait que nos enfants puissent continuer de les visiter demain. Sur la question de Venise, c'est un débat qui date pas d'hier, c'est même un peu une ville-école de tout ce que l'on essaye de faire pour réguler la surfréquentation, Florent Maillet. Tout à fait, c'est une ville qui est emblématique à double titre, d'abord par les excès, vous venez d'en souligner une partie, et également par les tentatives de régulation, puisque Venise, depuis l'an dernier, a instauré un système de jauge qui est assez particulier et assez pointu, c'est-à-dire qu'il cible une catégorie bien particulière de vacanciers, c'est les vacanciers qui viennent seulement à la journée. C'est ceux-là qui sont mis à contribution, le montant c'est entre 5 et 20 euros, je n'ai plus l'exemple précis en tête. En revanche, c'est un exemple qui commence
tendance à faire tache d'huile. Ces vacanciers à la journée, les villes en veulent moins ou veulent les mettre à contribution. Et aujourd'hui, le 1er juillet, Santorin et Mykonos ont fait de même en Grèce en faisant payer cette fois-ci les croisiéristes et ceux qui débarquent à la journée sur l'une de ces deux îles qui sont également frappées par ce phénomène de surtourisme. Et c'est vrai qu'une réflexion qu'on avait en préparant ensemble cette émission, Olidel, c'est qu'on se rend compte que la surfréquentation touristique, elle arrive quand tout le monde veut aller au même endroit, au même moment. Et il y a aussi un effet de mode, c'est-à-dire qu'on voit bien comment est-ce que les réseaux sociaux, comment est-ce que peut-être certains guides du voyage ont tendance à formater un petit peu nos envies. Et du coup, il y a une surconcentration des personnes à quelques endroits, parce que tout le monde veut aller au même endroit. Oui. Les réseaux sociaux ont beaucoup concentré les destinations touristiques dans le sens où, avant, quand vous dépendiez d'un voyagiste ou de journalistes qui vont vous parler de destination, l'idée c'est de vous montrer une variété de propositions. Et sur les réseaux sociaux, il y a une tentation mimétique assez forte. Donc en fait, vous voyez des gens qui partent, donc ça vous donne envie d'aller au même endroit, de voir les mêmes choses qu'ils mettent en photo. Et ça contribue à une concentration qui est avérée en fait du tourisme sur quelques destinations, ce qui fait qu'il y a des destinations un peu gagnantes, mais avec des conséquences négatives. Et c'est un peu le paradoxe, c'est le sentiment que, par exemple, quand on nous vend des publicités pour des voyages, j'avais pensé par exemple récemment à ça, pour des publicités pour les Seychelles, on nous vend toujours un endroit où on sera seul au monde. On voit jamais évidemment une plage bondée quand on fait des publicités pour une destination touristique, notamment tropicale. Mais en même temps, on sait bien que si tout le monde voit la même publicité, on va certainement pas se retrouver seul sur son transat unique posé devant une plage paradisiaque. Et donc il y a toujours un peu ce mimétisme qui crée un paradoxe, c'est qu'on veut tous ensemble la même chose. Et c'est impossible de vouloir tous ensemble se retrouver seuls dans les plus beaux endroits du monde. Non, c'est compliqué. Alors, il y a plein de manières de gérer la ressource. Une des manières pour les touristes de gérer le fait qu'il y a beaucoup de monde aussi, c'est de bien cadrer leurs photos pour se montrer tout seul. J'en parle dans le livre, de la Langue de Troll en Norvège, qui est un endroit dont la fréquentation est multipliée par 10 en une dizaine d'années à peu près, par la magie des réseaux sociaux. Et bien que ça soit un endroit qui est assez difficile d'accès, il faut une randonnée de 1 à 2 heures qui est un peu difficile pour y accéder. Et ensuite, les touristes font la queue pour faire une photo dans laquelle ils sont uniques, au milieu, enfin au-dessus du lac. Et donc, il faut accepter d'avoir ces contacts avec les autres. Oui, on fait de croire partager en plus qu'on a été tout seul, et donc c'est vrai que les retours d'expérience sont en plus mensongers. Oui, je sais pas un peu ridicule par ailleurs. Je sais pas à quel point c'est déceptif, mais moi j'ai connu cette destination par une photo. Et en effet, c'est assez magique, ça donne l'impression d'être assez magique, et ça l'est pas du tout. Et c'est sur l'Everest aussi qu'on a vu maintenant que de plus en plus, il faut faire la queue avant de pouvoir monter sur l'ultime arête qui conduit au sommet. On se dit que s'il faut faire la queue pour aller faire une photo même au haut de l'Everest, c'est que ça commence effectivement à être assez grave. Au bout du monde, le Cap, pour sonner une cloche, il faut faire la queue. Censé être un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Et c'est vrai qu'il y a une grosse concentration. Par exemple, en Indonésie, quand vous allez à Bali aujourd'hui, Bali c'est mangé par les embouteillages. C'est vraiment une destination qui est très compliquée, dans laquelle c'est une île volcanique, donc il y a différents niveaux. Il y a le niveau de la mer et puis ensuite la montagne. Et le tourisme grignote peu à peu. Et ça veut dire des constructions dans des endroits naturels, ça veut dire des embouteillages qui sont désagréables au quotidien. Et ça fait un tourisme qui est trop pour les habitants, avec des luttes d'habitants pour refuser ce tourisme et puis des aménagements à venir. Et une des solutions qu'il propose, c'est que les 17 000 îles de l'Indonésie, dont certaines sont très très belles, soient aussi des endroits touristiques, soient aussi promus en fait, parce qu'il y a une construction des destinations en fait. C'est pas par le plus grand des hasards que tout le monde se retrouve à Bali, qui est grande comme 2 départements français. C'est aussi parce qu'il y a une promotion, des aménagements, des investissements et des fois des politiques d'État aussi qui visent à cette concentration. Bien sûr, et c'est vrai que vous rappelez aussi que le tourisme est aussi une richesse pour beaucoup de pays, notamment de pays du tiers-monde qui reçoivent une forte fréquentation. Alors il y a une solution sur laquelle des destinations touristiques bien connues travaillent, Madeleine
été, c'est aussi d'essayer de répartir, d'étaler la fréquentation, par exemple, sur toute l'année, pour que tout le monde ne vienne pas exactement au même moment. C'est ce que fait Saint-Tropez, par exemple. Absolument, Saint-Tropez, le petit port de pêcheurs devenu la destination des touristes huppés de cette planète. Un village de 3500 habitants, rendu célèbre par Bardot, Sagan, et qui peut recevoir l'été jusqu'à 130 000 touristes. Alors tous ne restent pas, et surtout, ils ont tendance à être moins nombreux l'été parce qu'ils le sont davantage le reste de l'année. Moi, je me suis entretenue avec les services de la ville pour cette chronique, pour essayer de leur demander quel était leur secret pour rendre l'endroit assez agréable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais ça va. Bien sûr, il faut un petit peu jouer des coudes si vous voulez une part de tropézienne chez Sénéquier. Et les plages sont bondées, d'ailleurs, elles sont pour la plupart payantes. Mais la ville mise, depuis 2020 surtout, sur le tourisme de 4 saisons. C'est une stratégie qui avait été saluée par la BBC et qui est une consigne claire de la maire, Sylvie Siri. Faites-moi tourner ce village à l'année. Et aux touristes, venez en hiver. Et je me suis laissé dire que le marché de Noël de Saint-Tropez, Doyo Saint-Tropez, même en hiver, c'est quand même l'endroit où il faut être. Il y a des feux d'artifice, des balades en calèche, tout est bien pensé. Exactement, et ça c'est une stratégie donc de la ville qui a fait en sorte que sa population, sa clientèle huppée soit également attirée par la ville à d'autres moments. Donc le marché de Noël est magnifique, on peut voir quelques images, voilà, avec des calèches superbes, des éclairages qui sont quand même très haut de gamme et qui correspondent donc à l'attente qu'on se fait de cette ville. Par ailleurs, ce port a une chance folle. En fait, il est pour l'essentiel de ces bâtiments classés. Et donc pour construire quelque chose à Saint-Tropez, il faut aujourd'hui avoir un permis de l'architecte des bâtiments de France. À Saint-Tropez, pas de McDo, pas de grands ensembles hôteliers, et la mairie, pour s'attirer le soutien de sa population, fait en sorte de rendre le tourisme en fait, conciliable avec leur mode de vie et surtout de faire en sorte que ça leur apporte des revenus. Et donc là-bas, Airbnb non seulement n'est pas interdit, mais il est même promu. Les habitants possèdent les appartements, ils ont le droit de les vendre, de les louer, et ça fait donc des revenus en plus. Oui, à l'inverse, d'autres villes ne s'en sortent pas si bien sur la Méditerranée. Par exemple, l'île espagnole des Baléares, Majorque, là pour le coup, il y a une gestion qui est beaucoup plus difficile. Ils ont pris aussi des mauvaises décisions. Alors, une gestion qui est plus difficile aussi parce que c'est pas le même budget. Saint-Tropez, on parle d'un budget de 125 millions pour une population de 3500 habitants. Majorque, on parle d'une population de 1 million d'habitants qui reçoit chaque année 20 millions de visiteurs. C'est énorme. Et par ailleurs, le tourisme à Majorque reste très important. Donc il y a cette petite ambivalence dont vous parliez tout à l'heure, Aude Vidal. Et les habitants se plaignent de plus en plus dans des manifestations qui ont eu lieu, par exemple, le 16 juin, des incivilités, des énormes bateaux de croisière qui arrivent dans les ports. Alors la ville, pour essayer de civiliser les touristes, a décidé de passer sur le mode répressif et des amendes sont tombées. Aujourd'hui, à Majorque, on peut recevoir 750 € d'amende si on est surpris torse nu dans les rues de la ville. On peut en recevoir 1500 € si jamais on écoute de la musique. On appelle ça un touriste partageur qui veut que toute la plage écoute la même musique que lui. Ça, c'est très réprimandé aujourd'hui. Et par ailleurs, et je terminerai là-dessus, l'île lutte, et particulièrement Palma, donc sa capitale, contre Airbnb. Logiquement, il n'est pas possible à Palma de louer un Airbnb dans un appartement et seules les maisons peuvent être louées à des touristes. En réalité, il y a un bras de fer. Moi, j'ai fait mes recherches. Et aujourd'hui, vous pouvez, même si c'est illégal, louer un appartement. Ils sont disponibles. C'est vrai, Florent Maillet, que quand on arrive dans une gestion que répressive des flux touristiques, c'est même pas agréable pour l'expérience aussi de ceux qui voyagent, par exemple, à Majorque. Tout à fait. Alors, on est entré dans l'ère de la régulation. Donc les flux existent aujourd'hui. Ces flux, ils sont la conséquence aussi d'une société devenue de loisirs. C'est-à-dire que ces flux, ils existeront de toute façon. Aujourd'hui, ils vont à Majorque. Pourquoi ? Parce que c'est une destination qui a beaucoup travaillé ses liaisons aériennes. Donc vous avez aujourd'hui des liaisons, si on prend seulement l'exemple de la France, depuis toutes les villes de province quasiment, et à la belle saison, comme vous le soulignez. Donc ce flux, il existe. Les excès de ces flux ont été perçus. Donc maintenant, on essaye à la fois de réguler et de sanctionner. La régulation, elle pose un gros problème. Il est que quand on est une île qui accueille autant d'habitants, vous l'avez souligné, 20 ou 40 fois sa population, qu'est-ce qu'on fait ? On a plutôt tendance à sanctuariser des zones. Dans ces zones, on va construire les fameux immeubles auxquels on pense, où vous avez des spring break, des fêtes de fin d'année, en disant voilà, c'est des zones entre guillemets qu'on sacrifie, les gens vont venir là, on va flécher ces flux vers ces zones.
et puis tant pis, il s'y passe ce qui s'y passe. Sauf que, évidemment, c'est des îles qui sont quand même incroyablement belles, donc ça fait tache d'huile, donc les gens ils commencent à aller visiter l'arrière-pays, à partir dans les pays du Nord, etc. Donc au début, on accueille ces flux, on en perçoit les excès, on essaye de les réguler, de les sanctuariser, mais le tourisme fait son chemin et les gens finissent quand même par déborder. Voilà. Ces flux, s'ils ne vont pas à Majorque, ils iront autre part. Cette île, elle est dépendante du tourisme, elle n'a pas d'autre solution que d'essayer de les réguler et de les sanctionner, puisque vous soulignez qu'il y a des amendes désormais. Oui, et c'est vrai que cette ère de la régulation, nous on commence aussi à voir en France, dans des paysages notamment emblématiques, cette régulation s'installer. Un des exemples les plus typiques et les plus connus, c'est celui des calanques de Marseille. Mais justement, Camille Jaïr, qui aime beaucoup Marseille, est allée voir ce qui s'y passe exactement. Et vous allez voir, c'est vrai que ça commence à poser des questions très importantes, avec des réponses dont on va voir qui peuvent être discutables. Bonjour. Je viens souvent ici, j'habite dans le 9e de Marseille. Les Calanques, that's just a most beautiful place. Moi là, je travaille juste là dans le 9e arrondissement, donc tu vois par exemple, là je suis sorti du travail, je suis venu directement. In China, social media called Xiaohongshu and it's very famous. Ça existe dans le monde. Il y a des sites naturels surfréquentés où les touristes se lancent le mot pour dire on n'ira plus jamais parce qu'il y a trop de monde. Et ça, on ne le peut pas dans les Calanques. Dans un parc national, ce n'est pas possible. Voilà, donc sur cet espace, à partir d'ici, donc on rentre dans la zone de contrôle d'accès des réservations du secteur de Sugiton, où sont autorisées 400 personnes par jour pour toute la période estivale. Avant la mise en place de ce dispositif, on avait en moyenne 2000-2500 personnes par jour pendant cette période balnéaire et des pics jusqu'à 3500-4000 personnes, notamment les grands ponts d'été, 14 juillet et 15 août. Voilà, donc à partir de là, on voit qu'il y a des petites barrières avec des fils de fer, des petits panneaux qui indiquent ne pas franchir. Et donc à partir de là, voilà, on commence à voir la zone qui a été totalement ravagée par le piétinement, l'érosion. On voit la terre à nu entre la garrigue et les arbres. On voit très bien là l'impact des chaussures sur les racines. Elles ont été complètement râpées, écrasées, cassées par endroits. Donc il y a un seul sentier pour accéder à la Calanque. Et donc des dizaines de sentiers sauvages ont été supprimés. Là, on a quelques pins qui s'installent. Voilà, là, il y en a un qui a 3 ans, donc qui est apparu juste après la mise en place des barrières. Et celui-là qui est de l'année dernière, voilà, qui commence à pousser aussi, hein, voilà, il fait quelques centimètres. Et on voit bien que là où il n'y a pas de barrière, eh bien, le sol est toujours à nu, totalement dépourvu de végétation, il n'y a pas un semis, pas une graminée au sol. Donc là, on arrive dans une zone qui est très particulière avec des espèces protégées. Donc ces espèces, là, celle-là en l'occurrence, c'est le Limonium pseudominitum. C'est une espèce protégée au niveau national et international. Elles ont un rôle très important dans la biodiversité. Comme toutes les autres espèces, elles participent aussi à la constitution du paysage des Calanques. Voilà, quand on regarde ces petites touffes dans les rochers, c'est magnifique. Voilà, on voit là une touffe qui a été piétinée à plus de 50% ici. Dans les zones qu'on a mis en protection, oui, il y a de l'espoir, c'est clair, mais il va falloir qu'on en mette davantage en protection parce que Sugiton n'est pas la seule calanque qui est piétinée, il y en a d'autres. Donc il y a encore un travail énorme à produire pour protéger ces espaces et permettre au public d'en profiter sans les impacter. Voilà, les très belles images de Camille Jaïr dans les Calanques de Marseille. C'est vrai qu'au terme de cette semaine caniculaire, on aurait aimé aller faire un petit plongeon. Aude Vidal, c'est drôle parce qu'on a vu exactement tout ce que vous nous disiez avec cette touriste chinoise, par exemple, qui disait qu'il y avait un spot dans les Calanques qui était très connu sur des réseaux sociaux en Chine et qui, du coup, par mimétisme, lui donnait envie de venir. Pour autant, la question qu'on se pose quand on commence à mettre des réservations obligatoires avec présentation de QR code, etc.,
outre le fait qu'évidemment il y a toujours une forme d'injustice, ça veut dire que par exemple les personnes qui habitent juste à côté des calanques ne sont pas toujours assurées de pouvoir venir comme ils le faisaient probablement avant, s'y promener le matin, etc. On complique de plus en plus l'accès à des espaces naturels et même ça pose une question fondamentale, c'est au fond est-ce que l'on peut bannir certaines personnes de certains espaces? Est-ce que vraiment la nature pour son propre bien doit devenir un domaine gardé comme ceci? Alors, c'est un terrain un peu particulier, les Calanques de Marseille, parce que c'est le seul parc national qui se trouve dans une aire urbaine qui est quand même la deuxième plus grande métropole de France. Et donc, il y a un bassin de population qui est susceptible de venir fréquenter les Calanques qui est assez fort, quoi. Donc, c'est des solutions qui sont assez radicales, mais qui tiennent aussi à la particularité de parc. Et il me semble que dans la solution qui a été choisie, c'est quand même une solution qui justement préserve quand même l'accessibilité, dans le sens où c'est pas une solution qui de s'en tenir au marché, avec notamment des redevances, des choses payantes en fait, et qui font que chacun en fait peut profiter de la nature. Donc à la fois c'est une solution qui est radicale et à la fois ça préserve quand même la nature comme un bien commun dont auquel tout le monde peut avoir accès. Alors ça c'est un point fondamental, c'est gratuit. Oui, il y a des restrictions, mais ça reste gratuit. C'est-à-dire qu'on peut se rendre sans payer dans les Calanques de Marseille, alors avec une période de régulation qui est très, très bornée, hein. C'est des périodes qui ont été identifiées, comme à Venise d'ailleurs, où il y a une fréquentation excessive, c'est-à-dire que le reste de l'année c'est complètement libre. Et qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'il faut savoir que c'est un exemple qui est regardé d'à peu près partout en France et en Europe comme un exemple réussi. Qu'est-ce qui se passe? Le système est que vous avez donc 400 places disponibles chaque jour, comme le précisait le garde. Sur ces 400, ils ont quand même prévu un volant de quelques dizaines de places pour les gens à la dernière minute. Ce système, il a été globalement accepté. Il n'y a pas eu de débordements notables qui ont été constatés depuis les 2-3 ans que cette jauge existe. Le dispositif est voté pour 5 ans. Et ça fonctionne. On voit que la nature est en train de se régénérer et ce qui était perçu comme excessif, aujourd'hui, est en train d'être corrigé. Et quand on voit les images des quelques personnes sur la plage, j'ai envie de dire, mais quel contraste avec Venise. Quel contraste avec Venise. Donc peut-être qu'on tient là le début d'une solution qui peut être déployable à grande échelle avec une réserve quand même, c'est que c'est un site naturel qui est quand même difficile d'accès avec 1 ou 2 chemins comme il le soulignait, donc à contrôler, c'est beaucoup moins difficile qu'une ville. En tout cas, ça fait partie des solutions. Je voudrais qu'on en vienne, parce que c'est quand même l'objet principal de votre thèse, Aude Vidal, pour continuer de perpétuer un tourisme sans que celui-ci dévore le monde, selon le titre extrêmement radical que vous aviez choisi. J'ai souvenir d'avoir lu sous votre plume justement une phrase qui résume peut-être un peu votre propos. Vous allez me dire dans quel contexte est-ce que vous voyez ceci, mais vous écrivez quand même que le voyage est une colonisation des lieux de vie. Le terme colonisation, alors qui en plus peut renvoyer aussi au tourisme occidental dans les pays du tiers-monde, est quand même très fort, qui privilégie les désirs les plus fous des uns aux dépens des besoins les plus basiques des autres. Ça veut dire que pour vous, il y a quand même une forme de prédation dans le tourisme aujourd'hui tel qu'il est vécu à l'échelle planétaire. Oui, il y a une prédation dans le tourisme, on le voit hein, sur les logements. En fait, un logement pour se distraire, pour aller visiter une ville pendant 2 jours, qui met à mal la capacité à se loger des habitants, c'est en effet quelque chose d'assez prédateur et qui met face à face des populations qui ne sont pas les mêmes. Parce que une des raisons pour lesquelles, alors c'est pas le cas à Marseille parce que les bassins de population sont très très près, mais en revanche sur toutes les autres destinations, la raison pour laquelle il y a une surfréquentation, c'est qu'il y a une hypermobilité de certaines classes sociales pendant que 40% des gens partent jamais en vacances. Et aujourd'hui, les classes les plus aisées partent jusqu'à 13 fois en vacances par an. Il y a des inégalités sociales. Et ça crée beaucoup de petits voyages, des week-ends à Budapest, à Lisbonne, qui posent des problèmes de logement aux habitants notamment. À l'inverse, Florent Maillet, c'est vrai que les personnes qui voyagent beaucoup ont tendance maintenant à vouloir consommer. Je ne sais pas si le terme est exact, si on peut dire qu'on consomme un voyage, mais en tout cas, voyager d'une manière qui soit plus éthique. Et l'industrie forcément s'adapte et promet de plus en plus maintenant des séjours qui soient plus respectueux de l'environnement, qui aient une empreinte carbone diminuée. Est-ce qu'il faut vraiment se fier à cette promesse de l'industrie touristique ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux ?
L'industrie touristique, vous le soulignez, dans une logique économique, c'est un prédateur, mais c'est un prédateur généreux. C'est-à-dire qu'il fait vivre des territoires et que les gens que vous voyez manifester, indirectement, ils en profitent également. Il n'y a pas une industrie si développée que ça à Majorque. Donc, à part le tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'usine, mais on a des chambres d'hôtes où on a de l'agritourisme. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question c'est, est-ce qu'on peut, sur ce territoire, développer de nouvelles formes de tourisme? La réponse est oui, mais pas dans les mêmes conditions et a priori pas au même prix et avec le même public. Et alors à Majorque, ce dont se plaignent les habitants, c'est intéressant, c'est du fait que la surfréquentation en fait de leur île par une population qui effectivement voyage beaucoup a impliqué une envie de moins dépenser de la part de cette population et donc une tendance à louer plutôt des appartements, à consommer dans les appartements plutôt que de sortir au restaurant. Et ça, on a ces mêmes complaintes qui peuvent intervenir à Saint-Jacques-de-Compostelle dans des destinations comme ça, où ils disent, en fait, à force de beaucoup voyager, ils veulent vivre comme des locaux et donc ils ne nous font plus vivre nous. Et c'est là qu'on recherche maintenant une expérience davantage que cette standardisation dont on a parlé. Quel plaisir d'aller faire la queue à un restaurant dont on sait qu'en plus il va nous servir quelque chose qui ne correspond pas aux plats locaux. Où est le plaisir? Et je pense que beaucoup de gens, et les images qu'on voit, ces gens-là ne prennent plus de plaisir. Et ce côté déceptif, il va forcément amener l'industrie à se poser des questions, c'est ce qu'elle fait déjà, et donc à proposer de nouvelles manières de voyager. Donc on va parler de slow tourisme, on va parler d'écotourisme, pour prendre des termes à la mode, mais qui correspondent à une réalité de fond, c'est qu'il y a un tourisme à deux vitesses, un tourisme standardisé qui permet de partir à des prix qui n'ont même quasiment aucune logique économique. C'est moins cher de prendre 2 avions que de voyager en vol direct, voilà, pour ne souligner qu'un paradoxe, et un tourisme plus, on va dire, plus pointu, plus qualitatif, mais qui va avoir un prix et une échelle de prix aujourd'hui qui ne correspond plus aux attentes auxquelles on était habitué avec des vols aller-retour à 17 € par exemple. Et c'est amusant, c'est qu'on retrouve d'une autre manière un peu ce snobisme qui veut que je voyage toujours mieux que les autres, ce que dénonçait en son temps Maupassant ou Stendhal ou d'autres grands écrivains voyageurs. Il y a toujours une façon de dire qu'au fond on voyage d'une façon plus qualitative que les autres. Il y a une première classe et une deuxième classe, il fallait un petit peu imager, mais ça revient complètement à ça, oui. C'est vrai que le voyage, c'est aussi, et peut-être ça sera le mot de la fin, Aude Vidal, une façon un peu de trier les gens, les classes, et il y a une façon distinctive de voyager. Il y a une lutte des classes dans le tourisme, et quand on dit que le tourisme fait vivre des populations, en fait, c'est aussi, il offre aussi des emplois qui sont en général un peu moins bons et un peu moins bien rémunérés que les emplois dans le reste de l'économie. Donc, mais en revanche, il apporte beaucoup à ceux qui ont déjà, et dans les pays du Sud, ils reçoivent déjà une moindre partie de la manne touristique, mais en plus, elle reste moins souvent dans les pays du Sud, elle est plus souvent renvoyée dans les pays des investisseurs. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Voyage, capitalisme et domination, parce que c'est un secteur économique qui est assez violent. Et alors, et peut-être j'aimerais finir par là, moi il y a des choses, c'est très féroce ce livre, mais ça m'a beaucoup amusé et ça fait réfléchir, ça conduit quand même à une introspection importante. Vous critiquez beaucoup de façons de voyager qui se veulent plus morales que d'autres, et notamment le fameux tourisme solidaire ou humanitaire, ça j'ai trouvé ça génial. Vous dites donc tous les voyages promettent la rencontre, mais les alter-voyages plus encore. Il est possible de se payer en Malaisie une semaine dans un centre pour sauver des tortues des îles Perhentian ou les orang-outans de Sabah, avec une formule d'hébergement ambiguë où on ne sait plus vraiment qui sauve qui. D'ailleurs, les jeunes gens se plaignent parfois. En échange de leur travail, ils auraient pu être hébergés gratuitement. Et là, vous dites, c'est d'une part méconnaître le prix du travail peu qualifié local, à moins qu'être blanc ne constitue en soi une qualification supérieure à celle des personnes dont c'est le métier. Et puis le coût d'un hébergement, même modeste, à destination de personnes occidentales, un peu difficile. Et là, vous dites même, c'est une note de bas de page qui m'a fait rire, en indonésien, les personnes blanches sont appelées les boulets, comme un boulet, ce qu'elles sont souvent. C'est-à-dire qu'en plus, même le tourisme qui prétend sauver tout le monde, finalement, ne sauve rien ni personne. Oui, c'est comme on disait, une des bénédictions ambiguës. Bénédiction ambiguë, c'est l'expression qui restera. Merci pour votre participation à cette émission sur le surtourisme. On vous souhaite évidemment un bel été avec tout ce qu'on vous a proposé comme réflexion. On espère que vous pourrez au moins réfléchir sur cette façon que nous avons tous de voyager. Belles vacances et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions Terre des âmes. À bientôt.